Voyage au centre de la Terre, chapitre 32. Le 13 août, on se réveilla de bon matin. Il s'agissait d'inaugurer un nouveau genre de locomotion rapide et peu fatigant. Un mât fait de 2 bâtons jumelés, une vergue formée d'un troisième, une voile empruntée à nos couvertures, composaient tout le gréement du radeau. Les corps ne manquaient pas, le tout était solide. À 6 heures, le professeur donna le signal d'embarquer. Les vivres, les bagages, les instruments, les armes et une notable quantité d'eau douce se trouvaient en place. Hans avait installé un gouvernail qui lui permettait de diriger son appareil flottant. Il se mit à la barre. Je détachai l'amarre qui nous retenait au rivage, la voile fut orientée et nous débordâmes rapidement. Au moment de quitter le petit port, mon oncle qui tenait à sa nomenclature géographique voulut lui donner un nom, le mien, entre autres. « Ma foi, dis-je, j'en ai un autre à vous proposer. Lequel ? Le nom de Groben. Port Groben. Cela fera très bien sur la carte. Va pour Port Groben. » Et voilà comment le souvenir de ma chère Firlandaise se rattacha à notre heureuse expédition. La brise soufflait du nord-est, nous filions vent arrière avec une extrême rapidité. Les couches très denses de l'atmosphère avaient une poussée considérable et agissaient sur la voile comme un puissant ventilateur. Au bout d'une heure, mon oncle avait pu se rendre compte de notre vitesse. Si nous continuons à marcher ainsi, dit-il, nous ferons au moins 30 lieues par 24 heures. Et nous ne tarderons pas à rencontrer les rivages opposés. Je ne répondis pas et j'allai prendre ma place à l'avant du radeau. Déjà la côte septentrionale s'abaissait à l'horizon, les 2 bras du rivage s'ouvraient largement, comme pour faciliter notre départ. Devant mes yeux s'étendait une mer immense. De grands nuages promenaient rapidement à sa surface leur ombre grisâtre, qui semblait peser sur notre eau morne. Les rayons argentés de la lumière électrique, réfléchis çà et là par quelques gouttelettes, faisaient éclore des points lumineux sur les côtés de l'embarcation. Bientôt, toute terre fut perdue de vue, tout point de repère disparut, et sans le sillage écumeux du radeau, j'aurais pu croire qu'il demeurait dans une parfaite immobilité. Vers midi, des algues immenses vinrent onduler à la surface des flots. Je connaissais la puissance végétative de ces plantes qui rampent à une profondeur de plus de 12 000 pieds au fond de la mer, se reproduisent sous une pression de près de 400 atmosphères et forment souvent des bancs assez considérables pour entraver la marche des navires. Mais jamais, je crois, algues ne furent plus gigantesques que celles de la mer Lindenbrock. Notre radeau longea des fucus longs de 3 et 4 000 pieds, immenses serpents qui se développaient hors de la portée de la vue. Je m'amusais à suivre du regard leur ruban infini, croyant toujours en atteindre l'extrémité. Et pendant des heures entières, ma patience était trompée, sinon mon étonnement. Quelle force naturelle pouvait produire de telles plantes et quel devait être l'aspect de la Terre au premier siècle de sa formation, quand sous l'action de la chaleur et de l'humidité, le règne végétal se développait seul à sa surface. Le soir arriva, et ainsi que je l'avais remarqué la veille, l'état lumineux de l'air ne subit aucune diminution. C'était un phénomène constant sur la durée duquel on pouvait compter. Après le souper, je m'étendis au pied du mât, et je ne tardai pas à m'endormir au milieu d'indolentes rêveries. Hans, immobile au gouvernail, laissait courir le radeau, qui d'ailleurs poussait vent arrière, ne demandait même pas à être dirigé. Depuis notre départ du port Groben, le professeur Lindenbrock m'avait chargé de tenir le journal de bord, de noter les moindres observations, de consigner les phénomènes intéressants du vent, la vitesse acquise, le chemin parcouru, en un mot, tous les incidents de cette étrange navigation. Je me bornerai donc à reproduire ici ces notes quotidiennes, écrites pour ainsi dire sous la dictée des événements, afin de donner un récit plus exact de notre traversée. Vendredi 14 août. Brise égale du nord-ouest. Le radeau marche avec rapidité et en ligne droite. La côte reste à 30 lieues sous le vent, rien à l'horizon. L'intensité de la lumière ne varie pas. Beau temps. C'est-à-dire que les nuages sont fort élevés, peu épais et baignés dans une atmosphère blanche, comme serait de l'argent en fusion. Thermomètre, 32 degrés. À midi, Hans prépare un hameçon à l'extrémité d'une corde, il l'amorce avec un petit morceau de viande et la jette à la mer. Pendant 2 heures, il ne prend rien, ces eaux sont donc inhabitées. Non, une secousse se produit, Hans tire sa ligne et ramène un poisson qui se débat, vigoureusement. « Un poisson » s'écrie mon oncle. « C'est un esturgeon » m'écriai-je, à mon tour, un esturgeon de petite taille.
Le professeur regarde attentivement l'animal et ne partage pas mon opinion. Ce poisson a la tête plate, arrondie et la partie antérieure du corps couverte de plaques osseuses. Sa bouche est privée de dents, des nageoires pectorales assez développées sont ajustées à son corps dépourvu de queue. Cet animal appartient bien à un ordre où les naturalistes ont classé l'esturgeon, mais il en diffère par des côtés assez essentiels. Mon oncle ne s'y trompe pas, car après un assez court examen, il dit « Ce poisson appartient à une famille éteinte depuis des siècles, et dont on retrouve des traces de fossiles dans le terrain dévonien. » « Comment ?» dis-je. « Nous aurions pu prendre vivant un de ces habitants des mers primitives ?» « Oui, » répond le professeur en continuant ses observations. « Et tu vois que ces poissons fossiles n'ont aucune identité avec les espèces actuelles. Or, tenir un de ces êtres vivants, c'est un véritable bonheur de naturaliste. Mais à quelle famille appartient-il ? À l'ordre des ganoïdes, famille des céphalaspides, genre, genre des pterichites, j'en jurerais. Mais celui-ci offre une particularité qui, dit-on, se rencontre chez les poissons des eaux souterraines. Laquelle ? Il est aveugle. Aveugle ? Non seulement aveugle, mais l'organe de la vue lui manque absolument. Je regarde, rien n'est plus vrai, mais ce peut être un cas particulier. La ligne est donc amorcée de nouveau et rejetée à la mer. Cet océan, à coup sûr, est fort poissonneux, car en 2 heures, nous prenons une grande quantité de pterichti, ainsi que des poissons appartenant à une famille également éteinte, les dipterides, mais dont mon oncle ne peut reconnaître le genre. Tous sont dépourvus de l'organe de la vue. Cette pêche inespérée renouvelle avantageusement nos provisions. Ainsi donc, cela paraît constant. Cette mer ne renferme que des espèces fossiles dans lesquelles les poissons comme les reptiles sont d'autant plus parfaits que leur création est plus ancienne. Peut-être rencontrerons-nous quelques-uns de ces sauriens que la science a su refaire avec le bout d'ossement ou de cartilage. Je prends la lunette et j'examine la mer. Elle est déserte. Sans doute, nous sommes encore trop rapprochés des côtes. Je regarde dans les airs. Pourquoi quelques-uns de ces oiseaux reconstruits par l'immortel Cuvier ne battraient-ils pas de leurs ailes ces lourdes couches atmosphériques ? Les poissons leur fourniraient une suffisante nourriture. J'observe l'espace, mais les airs sont inhabités comme les rivages. Cependant, mon imagination m'emporte dans les merveilleuses hypothèses de la paléontologie. Je rêve tout éveillé, je crois voir à la surface des eaux ces énormes chersites, ces tortues antédiluviennes, semblables à des îlots flottants. Il me semble que sur les grèves assombries passent les grands mammifères des premiers jours, le Leptotherium, trouvé dans les cavernes du Brésil, le Méricotherium, venu des régions glacées de la Sibérie. Plus loin, le pachyderme, l'opiodon, ce tapir gigantesque se cache derrière les rocs, prêt à disputer sa proie à l'Anoplotherium, animal étrange qui tient du rhinocéros, du cheval, de l'hippopotame et du chameau, comme si le Créateur, pressé aux premières heures du monde, eût réuni plusieurs animaux en un seul. Le mastodonte géant fait tournoyer sa trompe et broie sous ses défenses les rochers du rivage, tandis que le mégathorium, arc-bouté sur ses énormes pattes, fouille la terre en éveillant par ses rugissements l'écho des granits sonores. Plus haut, le protopithèque, le premier singe apparu à la surface du globe, gravit les cimes ardues. Plus haut encore, la ptérodactyle, à la main ailée, glisse comme une large chauve-souris sur l'air comprimé. Enfin, dans les dernières couches des oiseaux immenses, plus puissants que le cassoar, plus grands que l'autruche, déploient leurs vastes ailes et font donner de la tête contre la paroi de la voûte granitique. Tout ce monde fossile renaît dans mon imagination. Je me reporte aux époques bibliques de la création, bien avant la naissance de l'homme, lorsque la terre incomplète ne pouvait lui suffire encore. Mon rêve alors devance l'apparition des êtres animés, les mammifères disparaissaient, puis les oiseaux, puis les reptiles de l'époque secondaire, et enfin les poissons, les crustacés, les mollusques, les articulés, les zoophytes de la période de transition retournent au néant à leur tour. Toute la vie de la terre se résume en moi, en mon cœur, et seul à battre dans ce monde dépeuplé. Il n'y a plus de saison, il n'y a plus de climat, la chaleur pourpre du globe s'accroît sans cesse et neutralise celle de l'astre radieux. La végétation s'exagère, je passe comme une ombre au milieu des fougères arborescentes, foulant de mon pain incertain les marnes hérissées et les grès bigarrés du sol. Je m'appuie au tronc des conifères immenses, je me couche à l'ombre des cénophiles,
des astérophiles et des lycopodes hauts de 100 pieds. Les siècles s'écoulent comme des jours, je remonte la série des transformations terrestres, les plantes disparaissent, les roches granitiques perdent leur dureté, l'état liquide va remplacer l'état solide sous l'action d'une chaleur plus intense. Les eaux courent à la surface du globe, elles bouillonnent, elles se volatilisent, les vapeurs enveloppent la Terre qui peu à peu ne forme plus qu'une masse gazeuse portée au rouge blanc, grosse comme le soleil et brillante comme lui, au centre de cette nébuleuse, 1400 000 fois plus considérable que ce globe qu'elle va former un jour. Je suis entraîné dans les espaces planétaires. Mon corps se subtilise, se sublime à son tour, et se mélange comme un atome impondérable à ces immenses vapeurs qui tracent dans l'infini leur orbite enflammée. Quel rêve! Où m'emporte-t-il? Ma main fiévreuse se jette sur le papier, les étranges détails. J'ai tout oublié, et le professeur et les guides et le radeau. Une hallucination s'est emparée de mon esprit. Qu'as-tu? Dit mon oncle. Mes yeux tout ouverts se fixent sur lui sans le voir. Prends garde, Axel, tu vas tomber à la mer. En même temps, je me sens saisir vigoureusement par la main de Hans. Sans lui, sous l'emprise de mon rêve, je me précipitais dans les flots. « Est-ce qu'il devient fou » s'écrie le professeur. « Qu'y a-t-il » dis-je, enfin, en revenant à moi. « Es-tu malade » ? « Non, j'ai eu un moment d'hallucination, mais il est passé. Tout va bien d'ailleurs. »« Oui, bonne, brise, belle mer. Nous filons rapidement, et si mon estime ne m'a pas trompé, nous ne pouvons tarder à atterrir. » À ces paroles, je me lève, je consulte l'horizon, mais la ligne d'eau se confond toujours avec la ligne de nuages. Fin du chapitre 32.